Nicolas reprend son siège, Didier Desnues aussi. Et nous accueillons donc deux chefs d'entreprise de l'Essonne, dont vous connaissez peut-être les uns et les autres leur maison. À ma droite, c'est Olivier Nogent qui dirige le Global Open Innovation, c'est-à-dire l'innovation ouverte et également les affaires scientifiques. C'est la recherche et développement du grand laboratoire Servier. Et pourquoi Olivier Nogent vient nous voir? D'abord pour nous parler bien sûr de tout ce dont nous avons déjà dit, mais également pour nous parler de l'implantation qu'ils entendent faire très très prochainement, c'est déjà en cours, sur le site de Saclay. Et on accueille aussi Franck Rafali, qui lui est le président directeur général, spécialiste des énergies renouvelables et très plus spécifiquement encore du photovoltaïque, ce qui n'empêche pas d'aller voir sur d'autres domaines encore. Il est aussi le président du groupement des métiers photovoltaïque, c'est bien cela. Franck Rafali, une assez jeune maison, 2007, je crois, la première année, et déjà d'une jolie taille, je crois, autour de 60 collaborateurs. 60 collaborateurs, et surtout l'intention de doubler, voire tripler ce chiffre assez vite, ce qui va nous ramener sur les questions de recrutement. J'ai une petite question, je l'ai posée tout à l'heure à Olivier Nogent, peut-être que vous vous demandez aussi, comme moi, j'en sais rien, ce qu'est l'innovation ouverte. Olivier Nogent, de quoi s'agit-il? Oui, c'est une bonne question. Et pour commencer, j'aimerais être un chef d'entreprise, mais effectivement, j'ai une responsabilité beaucoup plus limitée. Oui, c'est vrai, j'ai dit entreprise, voilà. plus globale. Mais extrêmement passionnante. Donc, l'innovation ouverte, c'est un terme un peu générique dans lequel on y voit un peu ce qu'on veut. Et chacun, comme c'est un terme à la mode, chacun y met un petit peu sa signification. Le vrai message de l'innovation ouverte, ça consiste à prendre des risques ensemble. Donc on parlait d'innovation tout à l'heure et j'espère qu'on va beaucoup en parler sur cette table ronde parce que c'est un de mes sujets favoris. Prendre des risques ensemble, ça veut dire mettre les énergies et les aspirations ensemble de façon à aller plus loin en termes d'innovation, à être plus courageux. Bien entendu, le modèle économique n'est pas le même, puisqu'on partage le risque et donc on partage davantage aussi les bénéfices. On n'est plus dans une relation avec un donneur d'ordre qui dit voilà comment je vois les choses, et puis une plus petite structure qui dit je vais faire. C'est quelque chose de beaucoup plus subtil à mettre en place et de beaucoup plus puissant aussi en termes d'innovation. On accueille d'autres propositions et c'est ce qui va se faire notamment à Saclay, j'imagine. Mais restons encore un instant avec vous. Nicolas Bouzou nous dit c'est une crise sanitaire qui a évidemment eu des impacts économiques très puissants. Évidemment, Servier, vous étiez en première ligne, crise sanitaire bien très, très concernée. Et vous ne l'avez pas découvert, mais on peut le dire encore plus qu'avant, très dépendant aussi de ce qui venait notamment de la Chine. Nous, on a été tous très surpris d'apprendre que beaucoup de nos médicaments courants étaient fabriqués en Chine. Tout à fait. Et je pense que, comme le disait Nicolas, la crise a donné un effet révélateur énorme. Oui, on peut considérer qu'à l'heure actuelle, 96% des médicaments qui sont prescrits en France ont un site de production en Europe. Donc ça, c'est un beau chiffre, c'est bien, ça doit être rassurant. Mais ce qu'on comprend et ce que tout le monde a vu avec la crise, c'est qu'un médicament, ce n'est pas simplement une molécule, c'est un process et c'est un savoir-faire. Donc le process, il a besoin de matières premières. Donc nous aussi, on a nos pédales de voiture. Ça s'appelle des intermédiaires de synthèse ou des briques élémentaires de synthèse. Et donc c'est ça qui est fait en Chine dans notre processus de fabrication. Et c'est ça, effectivement, pour lequel, pour des raisons de coût que vous connaissez bien, on repose notre activité de production sur ces fournisseurs. Donc il y a plusieurs façons de résoudre cette équation-là. On a parlé de consolidation de la chaîne logistique, de déporter et de varier les sources d'approvisionnement. Ça, c'est le bon sens. Et il y a aussi la sortie par l'innovation. Et ça, c'est un élément absolument clé, en particulier en santé en ce moment. Les vaccins qui marchent et qui se sont imposés, ce n'est pas les vaccins à base de protéines recombinantes dont on a l'habitude. C'est des vaccins avec une nouvelle technologie. Et c'est ce qui a permis d'aller plus vite. Et c'est la crise qui a permis d'accélérer ça. Et donc, moins dépendre économiquement et industriellement d'un process qui est basé sur la main-d'œuvre à bas coût, c'est aussi amener des solutions nouvelles. Et donc, c'est mettre de l'innovation et c'est aller vers des modalités thérapeutiques en ce qui nous concerne qui vont être différentes. Et là encore, prise de risque, mais quand ça marche avec un bénéfice pour le patient qui est énorme. Franck Rafali, de votre côté aussi, cette dépendance
en matière de matériaux, de pièces à changer. Et peut-être vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre entreprise que j'ai brièvement présentée. Oui, tout à fait. Je vais juste me représenter un instant. Donc, moi, je suis le président du groupement des métiers du photovoltaïque de la FFB. Là, j'ai gagné un repas. Merci, Fabien. Donc, au niveau national. Et d'autre part, je suis le fondateur et président d'une petite structure qui fait 50 salariés, qui s'appelle 6 ENR et qui est spécialisée dans les services aux centrales photovoltaïques, basées en Essonne et qui utilise beaucoup d'emplois non délocalisables. Donc c'est très important de le dire. Ça, c'est important, en effet. On a prévu une croissance x2 tous les 18 mois et on n'a pas de vision, ça ne va pas s'arrêter. Parce qu'aujourd'hui, alors oui, ça va peut-être coûter cher, mais en fait pas tant que ça, parce que tout ce qui est transition énergétique, tout ce qui est transition écologique, en fait, il faut y passer, parce que sinon, dans 50 ans, on meurt tous. Donc après, on sera là, on dira, ah bah mince, c'est pas une pandémie, mais on peut plus respirer, on va disparaître. Et il faut pas oublier que la loi Elan, en fait, et la loi de transition énergétique sont des vecteurs qui ont obligé, en fait, à faire cette transformation. Et tout le monde doit être vertueux là-dessus, le privé comme le public. Et il y en a certains qui n'ont pas démarré. Donc aujourd'hui, on est, nous, petites entreprises, on est 850 entreprises dans le groupement. Il faut savoir que toutes les entreprises ont cette croissance, c'est-à-dire 30 à 50% de croissance tous les 18 mois, toutes les entreprises du photovoltaïque en France. Donc c'est vraiment un secteur qui a besoin de produits et d'employés. Dans cette pénurie, parce qu'on parle de pénurie, on a effectivement eu une dépendance très grande des matériaux, parce que d'un seul coup, tout s'est arrêté, en fait. Les panneaux solaires, alors on dit oui, les panneaux solaires, ils sont fabriqués en Chine, en Asie, etc. Bah oui, c'est vrai. La majorité des panneaux solaires, ou en tout cas les composants qui constituent les panneaux solaires, on appelle ça des wafers, c'est-à-dire les petites Alors comment vous avez fait, vous, concrètement? Vous avez arrêté? Eh ben nous, on a réussi... Vous avez mis tout le monde au chômage? Non, on a réussi à s'en sortir. D'abord, il y a eu un moment de sidération, c'est-à-dire qu'en 2020, il y a eu quand même une période de sidération pendant 2 mois où on n'a pas bossé. Et puis après, le bâtiment était le premier secteur qui a redémarré. Si vous vous souvenez, on était devenus les feignants, les mauvais travailleurs. On avait un ministre qui nous disait ça. Alors on s'est mis à bosser avec l'OPBTP et on a fait des protocoles pour retravailler tout de suite. Donc on a commencé à retravailler, mais quand on a bossé, il n'y avait plus de matériaux parce que forcément, il n'y avait plus personne qui bossait pour fabriquer les matériaux. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est plus tellement de la pénurie. Vraiment, ce qui se passe, le problème qu'on a, c'est la désorganisation de tous nos clients. On a des clients complètement désorganisés. Ils ne savent pas préparer les chantiers. Tout ce qui est administratif n'est pas prêt. Et du coup, toute la reprise est là. On a plein de chantiers, on a plein de commandes. On a peut-être, moi j'ai 2 ans de carnet de commandes devant moi. Je suis incapable de les produire parce que quand on arrive sur le bâtiment il n'a pas la forme qu'il devait avoir parce que c'est complètement désorganisé. Donc en fait, on a oublié toutes les bonnes pratiques qu'on avait avant le Covid. Et donc, il va falloir remettre tout ça en place pour pouvoir redémarrer. Mais on a quand même tout l'avenir. J'aimerais bien la réaction de Didier Desnus sur ce qu'il nous a dit là. C'est embêtant quand même. Je voyais juste le président de la Fédération du bâtiment en lui disant qu'est-ce que tu fais quoi, voilà. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi êtes-vous si désorganisé? C'est vrai ça? Non, c'est les clients, ce sont nos clients, les maîtrises d'ouvrage qui sont désorganisées. Et nous, entreprise à la FFB, nous sommes organisés, nous avons tout, le BIM, le Lean, construction, etc. On a tout mis en place, mais ça n'empêche que quand ça foire au départ, ça foire. Alors, autre problème, après faites le commentaire que vous voulez, Nicolas, quand vous voulez. Autre problème, puisqu'il en a été question dans le tableau général que nous avons dressé tout à l'heure, le recrutement, la formation, ça c'est une bonne question pour vous deux. Vous avez un peu de mal là aussi. Alors c'est super compliqué. Oui. On recrute des jeunes. Alors je fais appel s'il y a des jeunes dans la salle qui n'ont pas de travail, levez la main et venez travailler chez nous. En fait, on a un problème. Il y a des internautes peut-être, parce que attention, ils sont très nombreux derrière. Oui, on recrute là. Moi j'ai besoin d'une 20aine de salariés en Île-de-France. On a un énorme problème, c'est qu'on a un manque de motivation à se lever le matin. On a quand même pas mal de jeunes qui ne se lèvent pas le matin. On les appelle. Ils sont embauchés en CDI, avec un bon salaire. Ils ont leur camionnette, ils ont leurs outils. À 8h sur le chantier, il n'y a personne. À 9h, il n'y a personne. À 11h, on arrive à les joindre, ou leurs parents, et finalement, ils démissionnent 2 jours après. C'est vraiment un problème très grave qu'on a. Donc là, on est en train de retravailler avec la filière sur une cartographie de tout ce qui existe comme formation, parce qu'il y a plein de trucs qui sont super, qui existent déjà, donc il n'y a pas besoin de recréer. Mais il va falloir qu'on fonctionne différemment, c'est-à-dire que toutes les plateformes de mise en relation, etc.,
ça marche moins bien, il va falloir qu'on se réinvente. Je vais être peut-être un peu brutale, mais c'est le président Biden, après tout, qui a dit ça dans une conférence de presse. Vous savez ce que je vais dire. Est-ce un problème de salaire? Je ne crois pas. Je ne crois pas. J'en sais rien. C'est une question. Hein, j'en sais rien. Alors, je suis en train de lire un merveilleux livre sur l'entreprise libérée. J'essaye tout. On essaye tout parce qu'on se dit, est-ce qu'il faut de la motivation? Est-ce qu'il faut de la compétence? Est-ce qu'il faut de la formation? Il y a tous les outils qui existent. Et bien, en fait, je crois qu'il va falloir qu'on attende encore 6 mois. Et quand tout le monde sera bien reposé de cette crise, où on s'est reposé quand même pas mal, et bien finalement, on pourra peut-être y aller. Une sacrée crise quand même dans l'organisation du travail, Nicolas Bouzou, vous l'observez, là, ce qui se dit là, oui. C'est pas anecdotique quand même. Non, ça pose beaucoup de questions, même sur notre société, oui, je ne sais pas. Complètement, mais c'est un peu ce que je disais tout à l'heure quand je prenais l'exemple des serveurs de restaurants. Il y en a d'autres, mais cet exemple est particulièrement emblématique. C'est-à-dire que beaucoup de gens, en fait, ont fait de l'introspection pendant la crise et se sont dit que c'était pas le métier qu'ils voulaient faire, que c'était trop dur, pas assez bien payé, etc. Donc, moi, je suis quand même d'accord avec vous. Je pense que, même si c'est impopulaire dans cette assemblée, mais qu'il y a quand même des branches dans lesquelles la question des salaires, elle doit se poser. Voilà, elle doit se poser. Oui. Alors, d'ailleurs, c'est les salaires, mais c'est aussi le temps partiel, l'organisation du travail. Voilà. Je pense que de toute façon, de fait, c'est un sujet qui va se poser. Après, et je suis aussi très sensible à ce que vous dites, et j'avais écrit un petit livre là-dessus avec Juliette Funès il y a quelques années. Il y a une crise du sens du travail. Oui. Alors, c'est pas exactement que les jeunes ne veulent pas travailler, ce serait faux, ce serait excessif et faux de dire ça. C'est plutôt le fait que, alors que pour nos générations, le travail était quelque chose qui était en soi positif, pour les plus jeunes, le travail est quelque chose qui est neutre et donc, en quelque sorte, tout dépend ce pourquoi ils travaillent. Et c'est vrai que c'est un défi qui est colossal pour les entreprises. J'avais cité, alors pardonnez-moi, je déteste citer plusieurs fois les anecdotes, mais je l'avais beaucoup cité parce qu'elle était à la base de ce livre que j'avais fait avec, enfin, c'était l'une de celles qui était à la base du livre que j'avais fait avec Juliette Funès. C'était une complémentaire santé, je me souviens, c'était en rentrant de vacances en 2018, une énorme complémentaire santé. Et le patron me dit, mais je comprends pas parce qu'on a des super salaires, on a un super comité d'entreprise, on a fait des super locaux et personne ne veut travailler chez nous. Voilà. Et de l'autre côté, j'étais allé visiter les locaux de SpaceX à Los Angeles où on m'avait dit on paye pas, c'est dur, c'est tyrannique et tout le monde veut bosser chez nous. Donc, je pense que cette question, au fond, du management, c'est un sujet difficile pour les entreprises, mais c'est un sujet quand même qui doit faire l'objet d'une réflexion. C'est-à-dire comment on manage les plus jeunes, ils ont besoin d'autonomie, donc il faut leur laisser de l'autonomie, il faut donner du sens au travail. La question des salaires, alors là où je vous suis complètement, parce que je ne suis pas quelqu'un de démago, c'est que ceux qui ne se lèvent pas à 8 heures, je pense que là, si leurs parents leur ont pas mis un coup de pied aux fesses, c'est pas à vous de le faire. Donc c'est très difficile à faire, évidemment. Donc là, je vous suis entièrement, je pense que c'est un problème. Mais il me semble aussi que voilà, les entreprises peuvent aussi réfléchir à toutes ces questions, et notamment pour être vraiment pas démago avec vous sur la qualité du management. Parce qu'en France, on a un petit défaut, c'est qu'on nomme managers de bons techniciens. Et ça fait quand même assez souvent des catastrophes. J'ai des exemples comme ça tous les jours, mais vraiment tous les jours. Et ça donne quand même des catastrophes managériales. Oui, on est en train de pointer quand même un changement assez considérable entre l'avant et l'après-Covid, il me semble. En tout cas, la Covid a révélé ces problèmes-là qui traversent notre société. Vous l'observez aussi chez vous, chez Servier, qui est un laboratoire très répandu, on le sait, un peu partout dans le monde. Alors, l'effet Covid de ce point de vue-là était moindre pour plein de raisons. L'arrêt de production ou l'arrêt d'activité des centres de recherche a été très courte. Parce qu'il y avait un impératif de production des médicaments pour assurer la continuité des soins d'une part, donc un impératif de trouver très très vite des solutions, et puis des métiers d'une technicité qui font que les contraintes liées à la distanciation, ce n'est jamais qu'un paramètre de plus dans un environnement qui est déjà complexe. C'est une des premières raisons, je pense. Une autre raison est aussi le fait que par la nature de notre activité et la nature des métiers extrêmement techniques, on a une volatilité de la main-d'œuvre qui est moindre. Il faut beaucoup de temps pour former des techniciens, des ingénieurs ou des chercheurs qualifiés. Et quand ils sont là, ils ont aussi le sens d'une mission
qui est de servir, de trouver des solutions pour les patients. Et c'est vrai que, alors c'est pas l'effet SpaceX, mais il y a quand même cette dimension de mission sociétale, de mission et de fierté, d'une solution voilà, thérapeutique à trouver. Donc ça fait un ensemble de raisons, il n'y en a aucune qui est suffisante, mais un ensemble de raisons qui font qu'on a été moins impacté. En revanche, par rapport à ce que disait Nicolas Bouzou à l'instant, les pratiques managériales ont dû évoluer parce on grandit dans l'entreprise, dans une entreprise comme la nôtre, à travers effectivement l'expertise. Et ça a toujours été le cas, pendant longtemps en tout cas. Et ça, c'est un virage qu'on a opéré il y a quelques années et qui nous fait beaucoup de bien. Et effectivement, faire la différence entre un expert et un manager, c'est peut-être du quotidien pour vous et vous le maîtrisez peut-être parfaitement. Dans un grand groupe qui s'est construit sur l'expertise médico-scientifique, ce n'était pas du tout naturel. Et donc, il y a eu un travail de fond très important qui n'est pas encore fini parce que ça prend beaucoup de temps, mais qui est extrêmement bénéfique. On va revenir bien sûr sur le nouvel incubateur que vous allez implanter à Saclay et qui touchera aussi à la question de l'emploi, puisque vous allez en proposer beaucoup, et à la question de l'environnement, qui sera le vôtre. Encore un mot peut-être, et avec Didier Desnus, mais vous allez peut-être tous en parler. On avait abordé cette question de réimplanter en tout cas la production en France. Est-ce qu'on peut parler de réindustrialisation ou est-ce que le mot est un peu fort ou est-ce qu'il va nous falloir quand même pas mal de temps? Question pour tout le monde, chacun de là où il est. Didier Desnus. Je crois qu'avant de réindustrialiser, il faut analyser la chaîne de valeur et savoir ce que l'on va réimplanter et ce que l'on ne va pas réimplanter. Alors évidemment, il y a le souci des matières premières, c'est clair. Mais je crois qu'il faut absolument réimplanter en France, voire en Europe, sur des produits qui ont une forte valeur ajoutée. C'est idiot de réimplanter des masques, par exemple, puisqu'on l'a fait, mais on les a, alors qu'on sait très bien qu'on n'est pas compétitif et qu'on ne le sera pas. Donc voilà, je pense qu'il faut être très prudent sur la façon dont on veut réindustrialiser. Par contre, ici, on a une terre d'avenir, on a du foncier, on a de l'innovation, on a de l'intelligence, on a tout ce qu'il faut pour implanter des entreprises. Vous allez nous dire un mot de Campus Fab, je pense qu'avec plaisir même. Alors, ça va être avec plaisir, mais là, Campus Fab, je vais vous dire, c'est très technique. Donc, je vais être obligé de vous lire mes notes parce que j'ai peur d'une part de m'y perdre et puis d'autre part de ne pas satisfaire les techniciens qui sont dans la salle et qui connaissent bien Campus Fab. Campus Fab, c'est quelque chose de magnifique. D'ailleurs, j'invite tous les gens présents ici à aller voir ce que c'est Campus Fab. Au départ, c'est un projet collaboratif et innovant qui est piloté par un consortium rassemblant les grands acteurs industriels, le représentant des entreprises et puis les centres de formation. Safran, Dassault Systèmes, ADECO, la FORP, AFPA, la Faculté des métiers, FIVE, le GIFAS, le GIM, Aztec et bien entendu la CCSN. C'est un projet qui a été soutenu par les établissements publics, la région, la préfecture, Grand Paris Sud, dans le cadre du programme d'investissement d'avenir. Donc Campus Fab, c'est quoi? Campus Fab, c'est une plateforme de formation, 2000 m² environ, tout neuf, équipé des dernières technologies de fabrication et conçu avec un outil partagé. Donc là, on parle de continuité numérique. Donc c'est des machines qui se parlent entre elles. Lorsque j'ai visité, j'ai pris l'exemple de cette usine qui pourrait être un camion autonome qui livre les matières premières, la chaîne de production qui est automatisée et un camion autonome qui va livrer ensuite les différentes plateformes. Mais pour autant, il va falloir de la maintenance. Pour autant, il va falloir... C'est propre à Nicolas Bouzou, c'est pas de la destruction créative. Mais c'est effectivement un changement de paradigme et je pense qu'il est important que les entrepreneurs et les entreprises de l'industrie soient sensibilisés à cette nouvelle technologie. Parce que j'ai bien peur que si ça arrive trop tard, eh bien le train soit passé et qu'on ait du mal à aller derrière. Oui, oui. Donc c'est un système numérique de gestion sur 5 pôles différents. Un pôle d'usinage, un pôle de fabrication additive, ça c'est de l'imprimante 3D, hein. Je sais, déjà ça au moins je sais. C'est un pôle d'assemblage, c'est un pôle de maintenance et de moyens de production, c'est une salle digitale de contrôle d'analyse du data et des process. On a une petite ingénieure sur place qui est capable de tout faire fonctionner avec son petit ordinateur qu'elle trimballe partout. C'est assez fantastique. C'est répondre aux besoins de recrutement.
sur les métiers de l'industrie. C'est développer les compétences des salariés, c'est renforcer l'attractivité des métiers industriels, et c'est aussi faire voir aux jeunes des lycées et des collèges que l'industrie, c'est pas l'industrie de Zola, hein, c'est pas salle par terre, on mange. Campus Fab, on mange par terre. Hein, il n'y a pas une goutte d'huile, il n'y a rien du tout. Alors voilà ce qu'est Campus Fab. Et Campus Fab, c'est un outil fantastique, voilà. C'est quelque chose qu'il faut promouvoir, et c'est quelque chose qui, pour moi, a un avenir si on sait bien le faire fonctionner. Une réponse, ou en tout cas une proposition à la réindustrialisation dont on parle et à la formation. En réaction, vous avez tous les deux envie de réagir. Olivier Nogent, puis Franck Raffaly. Ce que disait le président, parce que ça fait complètement écho à ce qui se passe en ce moment en termes de production pharmaceutique, et en particulier la bioproduction. On évoquait tout à l'heure l'innovation apportée par les vaccins ARN. C'est une des modalités thérapeutiques innovantes. Il y a la thérapie par les anticorps, par les cellules souches, par les gènes, la thérapie génique. Et tout ça, ça demande un niveau de technicité beaucoup plus important. Et exactement dans cette logique-là, et tout à fait en complémentarité, parce que les innovations qui vont pouvoir se faire sur cette plateforme-là pourront probablement aussi contribuer à des chaînes de production de médicaments biologiques. Et donc en France, il y a un grand plan qui est largement soutenu par l'État à travers le PIA, à travers le CSF, qui consiste à développer sur le territoire les capacités de bioproduction de médicaments. Et donc, ce n'est pas simplement une expertise pharmaceutique. En amont, il y a beaucoup de métiers. Il y a besoin de capteurs, il y a besoin de process de fabrication continue qui sont très nouveaux en pharma, mais qui existent depuis longtemps dans d'autres industries. Donc, il y a une synergie. Et là, c'est sortir par le haut, par l'innovation de cette situation un peu difficile à travers laquelle on est passé. Franck Raffaly. Oui, je voulais reparler de la relocalisation de la production. Vous savez tous que la loi Elan, il y a une partie dans la loi Elan qui est ce qu'on appelle la transition énergétique, qui traite de la transition énergétique, et tous les bâtiments tertiaires, ou tous les bâtiments de plus de 1000 m², de bureaux par exemple, doivent une déclaration de consommation, et en 2030, ils devront consommer 40% de moins d'énergie. Il faut le savoir, c'est une obligation légale. Il faut savoir aussi que ça pourra se faire. Enfin, il n'y a pas d'obligation de moyens, il n'y a qu'une obligation de résultat. Il faut savoir que ça pourra être fait, par exemple, par l'apport d'énergie renouvelable. Eh bien, l'énergie renouvelable, soit on va acheter que des panneaux en Chine, soit on va en fabriquer en France. Il y a des projets formidables en France. Par exemple, il y a le projet Belenos. C'est un projet qui se fait entre deux industriels, un à Carquefou et un dans l'est de la France, qui sont des fabricants de panneaux solaires photovoltaïques français, et qui vont faire une gigafactory, donc c'est en cours, hein, c'est à peu près 600 millions d'euros d'investissement pour ces deux industriels. Et oui, il y a de la relocalisation de production. Ce sont des technologies qui sont à valeur ajoutée, hein, c'est pas simplement des produits verriers, il y a plein d'innovations derrière. Et en France, on a un législateur formidable parce que par ses contraintes, finalement, il oblige les filières à s'organiser et parfois à relocaliser. Alors, ce n'est pas un effet Covid, mais c'est ce qui va se passer bientôt. Comment arrivez-vous à former, à recruter déjà, et à former, et sur quelle base, je veux dire, quelle est la formation initiale de ceux que vous embauchez ? Alors, je voulais juste faire une précision par rapport à tout à l'heure. Ce ne sont pas les gens qui sont chez nous qui ont du mal à se lever, ce sont les gens qu'on va recruter, qu'on a du mal à recruter. Hein. Je veux vraiment le préciser. Ceux qui sont chez vous, ils sont très heureux. Je suis entouré de gens formidables, et une fois qu'ils sont dans l'entreprise et qu'ils ont passé le test de la semaine, en fait, il reste des années. On préfère. Donc, sur la formation, sur le recrutement, parce qu'on a quand même vraiment un problème de capter des talents. Et les talents, pour nous, c'est d'abord des poseurs. Donc, c'est des gens qui n'ont pas forcément de formation. Ce sont des gens qui doivent avoir simplement un permis, qui sont intéressés par la chose technique, qui au moins se posent des questions, qui savent lire un plan. Et puis ensuite, nous allons les former en interne. Nous faisons ce qu'on appelle des écoles en interne, par une équipe dédiée qui va faire un parcours d'intégration. On a un livret d'intégration et on a un parcours d'intégration qui dure à peu près une semaine déjà, rien que pour des techniciens. Et puis après, en fait, par toute la mosaïque de ce qui existe déjà dans toutes les structures de formation, en fait, il y a des choses qui sont plus proches de nos métiers, et ce sont ces formations que nous allons essayer de récupérer, ou en tout cas, on va essayer de récupérer les gens qui sont issus de ces formations. Voilà ce qu'on va faire. Un petit peu. Nicolas, vous voulez commenter tout ce qu'il entend là ? Oui, non, sur la question des relocalisations, je pense qu'il ne faut pas réduire la question de la réindustrialisation aux relocalisations.
Parce que les relocalisations, je pense néanmoins, certaines sont possibles, mais que leur spectre est relativement limité. Et surtout, c'est quand même le consommateur, le juge de paix. C'est-à-dire que c'est lui qui décide in fine s'il est en capacité d'acheter une production qui a été relocalisée. Ce que je veux dire par là, c'est que quand Carlos Tavares explique que s'il relocalise des usines, c'est une augmentation de 30% des coûts de production, c'est sûr du coup que les gens ne vont pas acheter des voitures 30% plus chères. Je sors d'une réunion avec Pascal Ebel du Crédoc qui montrait que 50% des gens en France, 50% de nos concitoyens n'arrivent pas à acheter ce qu'ils veulent en matière d'alimentation. Ils sont contraints. Donc on ne va pas leur demander d'acheter plus cher des choses qui sont produites plus près. Enfin, c'est pas possible, ils n'en ont pas les moyens, ça ne marche pas. Donc je ne dis pas qu'il n'y a pas de possibilité de relocalisation, je dis que ça ne peut pas faire une stratégie de réindustrialisation. Je pense que la question de l'industrialisation, c'est ce que vous avez employé le maître mot, c'est-à-dire c'est une question de production à valeur ajoutée. C'est-à-dire, au fond, c'est plus une question de localisation en fait que de relocalisation. C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable de développer sur notre sol des secteurs, des industries, des entreprises dans des domaines innovants. Et dans le secteur de la santé que je connais bien, je peux vous assurer que oui, là en oncologie, en matière de thérapie génique, on a vraiment des gens qui sont extrêmement compétents. On a en plus, alors pour employer un mot vulgaire dans le domaine de la santé, mais un marché qui est très grand, parce qu'en oncologie, par exemple, on a des centres de lutte contre le cancer qui sont très efficaces, qui sont remarquables, qui sont en capacité d'acheter les meilleures technologies, les meilleurs médicaments et de les administrer. Donc, vous voyez, là, pour le coup, on a vraiment des atouts. Et je préfère qu'on mette de l'argent public et de l'argent privé dans une usine qui va faire qui va faire une nouvelle molécule en oncologie, plutôt que mettre beaucoup d'argent dans une entreprise. Allez, pour rester dans le domaine de la santé, comme j'ai dit du bien de la majorité du président pour les critiquer, relocaliser le Doliprane, par exemple. Je trouve que la relocalisation de Doliprane, je vois bien l'astuce politique de Doliprane, tout le monde connaît, donc ça fait bien de dire qu'on a relocalisé du Doliprane. Du point de vue économique, je suis pas de Doliprane, je pense qu'on peut en acheter à l'étranger, le stocker, quoi. Ce que le président Denis nous a dit tout à l'heure, effectivement, d'aller plutôt sur un segment nouveau. Parlons justement de l'incubateur, c'est le moment, Olivier Nogent, et puisque c'est bien ce qu'il se propose de faire et ce qui nous permet, on va poser la même question d'ailleurs aussi à Franck Rafalis, qui permet de montrer comment dans l'Essonne, on peut profiter aussi des autres, c'est-à-dire essaimer évidemment le plateau de Saclay, vous en donnerez quelques illustrations. Alors vous arrivez donc avec un nouvel incubateur. Oui, et pas que. En fait, Servir relocalise une très grande partie de sa R&D sur le plateau de Saclay, dans le quartier dit du Moulon. Donc il faut savoir que Servir, c'est une société qui est internationale. On a une image de marque de société française à juste titre parce qu'on a grandi en France et on s'est développé énormément en France. Et notre R&D est à 85% en France, donc on rejoint les notions de valeur ajoutée. On est quand même présent dans 150 pays. Et donc, on a une implantation mondiale. Et on fait le choix de continuer à faire le pari de la France pour l'innovation. Et donc, on crée un centre de R&D qui va donc se trouver sur la zone Paris-Saclay et qui va regrouper 1500 collaborateurs. Et ça va être un lieu tout à fait nouveau et qui va apporter, qui va être un élément de transformation très fort. D'une part, parce qu'on retrouvera sur le même site à la fois les chercheurs et les cliniciens. Ça vous paraît anodin, mais c'est énorme. Bien sûr que non, oui. Voilà, c'est super important parce que le clinicien, il connaît le patient, il parle au patient. Le chercheur, allez, on va prendre l'image d'Épinal, il est dans ses éprouvettes. C'est plus tout à fait ça dans un laboratoire où effectivement maintenant on peut manger par terre tellement c'est propre et c'est de la haute technologie. C'est plutôt une ambiance de microchip et de micro-réactions. Mais il n'empêche, ce continuum vers le patient est clé. Donc pour ça va être un endroit efficace et aspirationnel. Et en plus, vous avez évoqué aussi une dimension clé dans ce projet, c'est le fait de s'intégrer dans un environnement. Alors attention, la découverte de médicaments, ça ne se fait pas sur le pas de la porte. Les expertises sont parfois rares et on va les chercher où elles sont. On fait des partenariats avec des experts, avec des sociétés où ils sont, et ça peut être aux États-Unis, ça peut être au Danemark. On a récemment fait l'acquisition d'une société danoise. On va chercher l'expertise où elle est, mais malgré tout, le fait d'être dans un environnement riche, technologiquement parlant, stimulant, ça change énormément. Et donc,
Le centre de recherche va être fait, y compris dans sa structure, puisqu'il y aura une zone accessible au public, va être fait pour travailler en mode très ouvert, en mode collaboratif. Et donc, je viens sur la question de l'incubateur, puisqu'on a pris la décision d'adjoindre à ce site, qui sera un site purement Servier, d'adjoindre un bâtiment spécifique qui sera réservé à l'accueil de start-up. Et avec une logique très spécifique qui est de considérer que ça ne sera pas des start-up étiqueté Servier, c'est-à-dire Servier aurait une préemption sur la propriété intellectuelle qui est produite ou sur le capital des sociétés. Les sociétés viendront, elles postuleront, puisqu'il y aura un board qui fera l'évaluation des sociétés, donc un comité de sélection tout à fait ouvert avec des personnalités du monde économique et du monde de l'innovation pour sélectionner les bonnes sociétés, les bonnes startups qui rentreront dans les lieux et qui n'auront dans un premier temps à faire que de payer un loyer et de travailler avec un opérateur qui sera là, professionnel. On s'est associé à Biolabs, qui est un opérateur de grand renom. Et voilà ce qu'on veut faire. Un creuset, un lieu d'innovation pour ces startups, pour qu'elles puissent se développer sur le territoire de Paris-Saclay. Et en plus, elles pourront se tourner vers nous, et c'est ça que moi je porte avec énormément de vigueur. Elles pourront se tourner vers nous pour nous demander du conseil d'experts. Parce que l'innovation, c'est aussi énormément, bien entendu, une question de savoir, autant que de savoir-faire. D'où l'importance et l'intérêt de ce voisinage Exactement. Que vous venez chercher, Didier Desnues. Évidemment, c'est tout à fait la vocation du plateau Saclay, mais pas seulement de votre département. Je vais juste quand même rebondir sur ce qui a été dit. Oui, effectivement, c'est un creuset pour les startups, etc. Mais il manque quand même une petite pierre, c'est qu'il faut leur trouver des financements. Et on n'a pas les niveaux de financement nécessaires. Et bien souvent, ils partent ailleurs. Et ça, c'est bien dommage. Il faut arriver à trouver la possibilité de financement dans ce domaine. Je ne sais pas ce qu'en pense Nicolas Bauzou. Peut-être intervenir. Vous vouliez dire autre chose? Pardon, juste réagir à ce qu'il vient de dire. Je voulais abonder dans votre sens. C'est effectivement, on a une richesse. Alors, le French bashing, c'est assez facile. Reconnaissons qu'on a une richesse de mécanismes de soutien à l'innovation et à l'amorçage. Donc, toutes ces sociétés, c'est fantastique. Là, depuis 10 ans, elles ont des capacités à créer, à exister qui sont formidables. Et effectivement, derrière, il y a le gap, la légende de la vallée de la mort, qui n'est pas qu'une légende. Et donc, on manque en Europe, c'est aussi ce que disait Nicolas tout à l'heure dans la première table ronde, d'investissement massif. Pour rentrer dans une étude clinique, ce n'est pas 5 ou 10 millions. Vous rajoutez un zéro, c'est 200, 300 millions. Ce n'est plus du tout les mêmes règles du jeu et du coup, ce n'est pas les mêmes investisseurs. Et en France, les investisseurs, c'est plus des investisseurs de type bancaire traditionnellement. Et donc, l'investissement de risque, le capital risque, est beaucoup moins développé, à contrario des États-Unis. Et donc, je vous laisse la parole parce qu'à mon avis, vous avez beaucoup de choses à nous... Non, mais ce qu'on peut regretter. Je suis mille fois d'accord avec vous. Je pense que c'est un sujet crucial. On manque de capital en France et en Europe. On a fait des progrès en France. Aujourd'hui, on a des levées de fonds qu'on n'avait quand même pas, ne serait-ce qu'il y a 4 ou 5 ans. Donc, on commence à avoir des levées de fonds de plusieurs dizaines de millions d'euros, parfois des levées de fonds à 100 millions d'euros. Donc, c'est bien. Mais en fait, il faut encore ajouter un zéro. Vous avez dit qu'il fallait ajouter un zéro, mais il faut encore en ajouter un. Parce que ce que vous dites est très important. Il faut bien comprendre ce qui se passe et j'aimerais que nos concitoyens le comprennent parce qu'ils verraient qu'on gage des talents. En fait, on forme des gens qui sont très bons, qui créent des entreprises, parfois avec d'ailleurs un peu d'argent de l'État ou d'argent de la BPI, c'est très bien. Ils vont faire un premier tour de table, ça se passe bien, donc l'entreprise grandit. Ils vont faire un deuxième tour de table, ça y est, ça marche. Il faut industrialiser. Et là, on part. Voilà. Donc, c'est vraiment, mais c'est dommage, quoi. Enfin, je ne sais pas mieux le dire, si vous voulez. Raison pour laquelle, d'ailleurs, il faut faire très attention à la fiscalité du capital. Je pense qu'on a une fiscalité du capital qui est redevenue normale en France. Il faut préserver cette normalité. Ça ne veut pas forcément dire qu'il faille aller plus loin, mais je pense qu'on a trouvé un bon équilibre. En tout cas, il ne faut pas l'augmenter. Et puisque, justement, je parlais de débats intéressants pour la présidentielle, un sujet, moi, qui me tient à cœur, par exemple, serait la construction en Europe de l'équivalent d'un Nasdaq, c'est-à-dire un marché financier de l'innovation. Alors, quand je dis l'Europe, d'ailleurs, en fait, c'est pas exactement l'Europe, parce que je pense que ce sera trop compliqué, donc je pense qu'il faut voir ça avec nos amis allemands, italiens, portugais, espagnols, enfin voilà, il faut faire ça avec 4 ou 5 pays, ce sera déjà assez ambitieux.
nos amis d'Euronext vont nous dire que ça existe déjà avec Euronext, mais c'est pas vrai, parce qu'un marché de l'innovation, le Nasdaq, c'est le Nasdaq, c'est tout un environnement, c'est toute une technique, c'est des analyses, c'est beaucoup de profondeur dans le marché, donc il faut vraiment un marché spécialisé. Tant qu'on n'aura pas ça, je vais reprendre les deux exemples de la vaccination, mais enfin c'est quand même très... BioNTech, l'entreprise allemande, elle est cotée au Nasdaq. Moderna est cotée au Nasdaq, je crois, en tout cas sur un marché américain. Vous voyez, donc nous gâchons tout l'argent que nous avons mis dans la formation des talents, les entreprises, etc. Donc c'est juste dommage. Voilà. Et donc je vous demande de m'aider à faire cette pédagogie pour faire comprendre ça. Et souvent nous les voyons partir ces talents en plus. Bien sûr, exactement. Oui. En bon entrepreneur, on va dire à l'État où est votre retour sur investissement. Oui, exactement. Il y a de ça. On a beaucoup de sujets encore à traiter. On est un peu, on se dépêche. Non, c'est pas grave. Mais au contraire. Mais je voudrais juste vous laisser un peu de temps dans la salle si vous le souhaitez, comme nous l'avons promis. Sur l'incubation, moi je voulais juste réagir. Nous, dans notre métier, pour incuber, il faut avoir des trucs à incuber. Quand même. Il faut innover, il faut incuber. Nous, on met juste des boulons sur des écrous, ou l'inverse. Et franchement, je vais vous parler plus de résilience et de subsidiarité. Nous, dans nos groupements et dans nos entreprises, on a des fédérations qui nous permettent en fait de mettre en commun nos difficultés, de mettre en commun les innovations s'il y en a. Et du coup, c'est ça la vraie résilience et c'est ça la vraie subsidiarité. On n'est pas dans des laboratoires ou des incubations localisées. On est complètement dans des entreprises étendues. Et en fait, en ce moment, on se surprend à raisonner sur le territoire national avec des entreprises du photovoltaïque. Alors, dans le bâtiment, il y a le BIM, il y a Lean Construction, etc. Nous, on a mis en place des réseaux. Et on a mis en place des réseaux de réflexion et des groupes de réflexion au niveau national sur une thématique métier qui vont nous permettre d'avancer très vite. Alors, c'est même plus une question de financement, parce qu'il n'y a pas besoin de financement, il y a juste besoin d'avoir des bonnes idées. Et je pense qu'on est en train d'y arriver. Est-ce que vous, sur le plan de la digitalisation, vous êtes satisfait chez vous, Franck Raffaly? Je ne pose même pas la question à Servier, j'espère quand même qu'ils y sont. Mais c'est quand même un des points qui pose encore problème pour beaucoup de PME de l'Essonne, dit le président. Pardon, on le laisse répondre, puis vous nous parlerez peut-être au niveau de l'Essonne. Ça reste un sujet quand même. Alors pour ma part, ce n'est pas un sujet, puisque j'ai passé tout le début de ma carrière pendant 20 ans dans l'informatique et dans la construction d'outils sur Internet. Mais dans mon entreprise, en fait, on travaille tous en entreprise étendue. Il faut savoir que ma DAF habite Nantes, elle vient une fois par an au bureau. Ma secrétaire est à Tours, à Beaumont-la-Ronce exactement. Et nos équipes sont à la fois à Tours, à Toulouse et à Montpellier. Donc on travaille totalement en entreprise étendue. Et si on n'avait pas digitalisé tous nos process, eh bien en fait, on ne pourrait pas le faire. Donc on a tout un tas de workflow, le workflow des données, des informations dans l'entreprise. Tout est informatisé et tout est online, et puis on fait beaucoup de réunions virtuelles, comme c'est la mode en ce moment. Non, il n'y a pas de problème. Je pense que toutes les entreprises et beaucoup d'entreprises, forcément, quand on a une taille d'entreprise toute petite, c'est difficile, mais dès qu'on atteint un seuil, c'est plus un problème. Aujourd'hui, tout existe, et puis tout est gratuit. On a les GAFA qui nous ont mis à disposition à peu près tout ce qu'on voulait. Donc en fait, c'est facile. Oui. Là aussi, peut-être que la crise a permis d'avancer un peu, Didier Desnus. Oui, non, mais je crois que je vais vous embaucher. Je vais vous embaucher en tant que collaborateur à la Chambre pour expliquer aux entreprises l'intérêt de la digitalisation. Oui, c'est un vaste combat. Ça fait plus de 15 ans qu'on est en train d'expliquer et aux commerçants et aux entreprises l'intérêt de la digitalisation. Cette crise nous a aidés, il faut être honnête. Cette crise nous a aidés, elle a fait apparaître les lacunes et les possibilités de... Moi, le premier, la première fois où j'étais sur Zoom, je me demandais sur quel bouton il fallait appuyer, je dois être honnête. Mais je crois que ça, de toute façon, il n'y a pas la question à se poser. De toute façon, il faut y être. Bien sûr. Il faut y être de quelle façon? Alors, concernant les commerçants, on est multicanal. Je crois qu'il faut répondre à l'attente du client, il faut être présent, il faut être au service du client, pardon. Et je crois que pour les entreprises, c'est pareil. Mais les choses évoluent dans le bon sens. De toute façon, l'entreprise qui n'y est pas va mourir. Donc c'est clair. Je crois que là, il n'y a pas d'autre solution. Et comme je le disais, je pense que la sensibilisation, elle a été faite là. Elle a vraiment été faite là maintenant. Et vous, CCI, évidemment, vous proposez d'aider les entreprises, et les plus petites. On en prend un exemple. On a une petite vidéo à vous faire entendre, très courte, je crois, si on veut nous la montrer. Merci beaucoup.
Dominique Pénisson, gérante de la grange à fil de Lucie, implantée à Lardy. J'ai une petite boutique de laine, de loisirs créatifs, et j'organise également des ateliers créatifs. J'ai été en contact avec les conseillers de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne pour un diagnostic numérique, parce que la présence sur les réseaux sociaux aujourd'hui est absolument incontournable pour les créatifs. Nous avons fait donc un diagnostic de l'existant et ensuite j'ai eu beaucoup de conseils sur l'utilisation d'outils divers et variés, notamment des outils gratuits pour développer mon activité. Je vais juste rajouter un mot, que ce soit dans le domaine du développement durable ou que ce soit dans le domaine de la digitalisation. Dans le domaine du développement durable, on est tête de file sur la Chambre de commerce et d'industrie Île-de-France, c'est-à-dire que nous, on ne va pas dire nous chapeautons l'ensemble des départements. Et sur ces ensembles des thématiques, nous avons tout un chemin pour l'entreprise, depuis la sensibilisation jusqu'à l'accompagnement, quel que soit le niveau de l'accompagnement, en interne ou à l'extérieur, avec des consultants de bon niveau pour pouvoir progresser, et jusqu'à la labellisation. Et je vais le dire parce que mon voisin vient de me le souffler à l'oreille, c'est grâce à la CCI que mon voisin était 9001. Voilà, c'est le travail de la CCI. Oui, je peux dire un mot là-dessus. En fait, quand on était tout petit, il fallait, par le législateur qui avait décidé de mettre des contraintes pour limiter quand même la possibilité de faire du photovoltaïque, il fallait pouvoir être ISO 9001, ISO 14001. Mais pour une entreprise de 3-4 personnes, être ISO 9001, 14001, c'était complètement inatteignable. Et donc, la CCI est venue nous voir, et grâce à la CCI, tout le parcours a été simplifié. Et aujourd'hui, ça fait 6 ans que nous sommes ISO 9001, 14001, et on a pu grandir aussi grâce à ça. Merci beaucoup. Débloquer certaines raideurs... Certains blocages français bien connus, parfois c'est bon de pouvoir les débloquer. Est-ce qu'on a quelques questions, réactions dans la salle, si vous le voulez, avant de conclure nos échanges avec la conclusion du président des NU? Est-ce que, voilà, un micro qui se balade pour vous, comme on dit? Merci. Peut-être en vous présentant très brièvement. Merci, monsieur. Merci, Joseph Nouvelon. Je suis chef d'entreprise retiré des affaires. J'ai été membre de cette chambre de commerce pendant plusieurs mandats. Je voudrais saisir la remarque de M. Franck Raffaelli sur le comportement des jeunes au travail et inviter les membres de cette assemblée à faire une bonne action. Je m'investis dans des missions locales d'emploi, que ce soit Dynamique Emploi à Évry ou la mission intercommunale vers l'emploi de Corbeil-Essonnes et le Club FAS. Et bien sûr, nous nous posons la question de comportement des jeunes face à l'emploi. On dit qu'ils sont loin de l'emploi, mais ils sont loin de l'entreprise. Et il y a un excellent programme, que je trouve excellent, qui est mis en œuvre, qui est celui de Garantie Jeunes, et qui a été étendu récemment, et qui permet à des jeunes, sur une durée de presque 1 an, de se former pour accéder à l'emploi. Mais nous ne sommes pas assez nombreux, il n'y a pas assez d'entreprises, de chefs d'entreprise pour s'investir là. Donc, appel. Donc, je fais appel à deux. Je fais appel, et ceux qui s'intéressera, et c'est le moment de faire quelque chose de très utile. Et soit d'être mentor, c'est-à-dire d'aider un jeune qui cherche de l'emploi dans sa recherche d'emploi. Et deuxièmement, de montrer des métiers. De dire ce que vous faites, comment vous faites dans l'entreprise. Et là, tous ceux qui veulent bien m'aider dans cette action, ils passeront leur carte de visite et je leur prendrai contact avec eux. C'est la bonne occasion de rapprocher l'école, enfin les jeunes et l'entreprise. Vous avez bien raison de saisir cette occasion et dites-vous... Et dites-vous qu'au-delà de cette salle, il y a aussi des internautes, donc on prendra, j'imagine, votre contact, monsieur. Enfin, ça va se faire, j'imagine, assez facilement. Petit commentaire là-dessus, rapidement. Oui, je voulais faire un petit commentaire. Il ne faut pas oublier, donc il y a Joseph Nouvelon qui a parlé. Il y a Henri de Monceau qui est là également. Et on a aussi une association qui s'appelle AJE 91, qui fait la relation entre les entreprises et les structures de formation. Je veux dire qu'il y a plein de choses qui existent, mais il faut vraiment qu'on soit plus pragmatique. Et moi, j'en suis premier
à être un petit peu triste qu'on ne soit pas plus pragmatique, mais je pense qu'à la FFB, on va faire quelque chose avec toutes ces structures pour arriver à susciter l'envie aux jeunes. L'envie. Et on a également dans la salle le président de FAS 91 pour les gens en difficulté d'insertion. Autre question ou remarque dans la salle, c'est ici au deuxième rang, madame. Merci aussi de vous présenter. Bonjour, Marie-Odile Lefort, j'ai une entreprise de fabrique de macarons dans l'Essonne. Qui n'aime pas les macarons? Alors moi, je souhaite quand même savoir quelque chose concernant la transition écologique, énergétique. Est-ce que les TPE ne vont pas rester un petit peu à l'écart? Car c'est des transitions difficiles à mettre en place dans des TPE, dans des PME, par rapport aux grandes sociétés qui, elles, imposent des cahiers des charges, etc. et surtout avancent beaucoup plus vite que des petites PME où, par exemple, ne serait-ce que faire le bilan carbone d'une entreprise où il n'y a pas beaucoup de monde, c'est toujours difficile. Quand on n'a pas de personnel dédié comme les grandes maisons, bien sûr. De quelle façon Nicolas, quand même. Vont-ils pas rester un peu derrière quand on sait que le tissu des PME est quand même très important en France? Très bonne question, Nicolas Bouzou. C'est une excellente question sur le. Vous avez d'autant plus raison que je pense qu'à terme, on va assister à un développement important de ce qu'on appelle la comptabilité extra-financière, c'est-à-dire que le bilan carbone fera sans doute partie de l'alias fiscal en quelque sorte, mais on n'en est quand même pas là. Alors ça commence à se faire un tout petit peu en France sur une base facultative. Il y a une initiative, puisque maintenant il y a une ministre déléguée à l'économie sociale solidaire et à la responsabilité environnementale, qui est Olivia Grégoire, qui travaille sur ces sujets et qui, de ce que j'en vois, essaie quand même de faire les choses intelligemment pour ne pas justement que ce soit trop problématique pour les PME, et donc de commencer sur une base facultative et voilà, et peu à peu, en effet, de faire monter cette comptabilité extra-financière. Après, je vous avouerai mon ignorance quant à l'industrie des macarons et quant à la production des macarons. Non, mais je suis bien être un consommateur, mais je ne suis pas producteur, je préfère vous les acheter. Mais peut-être que je me trompe, mais je n'ai pas l'impression que ce soit une industrie qui pose particulièrement problème en matière, dans l'agroalimentaire en tout cas, en matière de CO2. Il y a des enjeux, en revanche, vous voyez par exemple dans l'industrie agroalimentaire, dans l'industrie de la viande, chez les éleveurs, là il y a vraiment des enjeux urgents et qui sont extrêmement lourds, des coûts importants et des transitions à faire rapidement. Donc là c'est vraiment compliqué. Je pense que, j'imagine que dans votre industrie, on a quand même un petit peu plus de temps pour s'adapter. Oui. C'est quand même difficile parce que les donneurs d'ordre, ce sont les GMS qui demandent des cahiers des charges très élevés. Je vous rappelle que 80% de la production agroalimentaire est vendue à 6 clients en France. Donc il ne faut pas l'oublier. Et c'est eux qui sont les donneurs d'ordre. Ce ne sont pas eux qui ont le meilleur exemple, mais c'est eux qui, dans leur cahier des charges, demandent de plus en plus de choses concernant la RSE. Et c'est vrai que il faut y aller à marche forcée. C'est une bonne chose. C'est quelque chose qu'on peut penser. Simplement, je m'aperçois que le travail est très important à faire. Je ne doute pas que les chambres de commerce vont nous aider. Et ça, j'y crois beaucoup et je vais me tourner vers elles. Mais je m'aperçois que la vitesse est importante par rapport à ça. Merci, madame. Encore une dernière question, si vous le souhaitez. Puis on demandera à Didier Desnus de conclure cet échange. On a été très clair. Petite conclusion, je ne sais pas, l'un ou l'autre d'entre vous, puis Didier Desnus, on va vous laisser conclure tout seul. Moi, si on revient sur mon sujet de la transition écologique, en fait, on est devant les 30 glorieuses. En fait, ce qui va se passer, c'est que vraiment, on va se réinventer. On parle de RSE, on parle de CO2, de GES, on parle de bâtiments, on parle de mobilité. En fait, vous avez vu la vitesse à laquelle c'est en train de se transformer, la mobilité électrique. On parle d'infrastructures de recharge de véhicules électriques. C'est formidable ce qui nous arrive. En fait, c'est formidable. Alors oui, on a eu une pandémie, on a eu une petite pandémie, on a eu une grosse pandémie. On s'est arrêté pendant un petit peu de temps. En fait, on s'aperçoit que tous les secteurs économiques redémarrent plus fort qu'avant. Eh bien, profitons-en. C'est un tremplin pour aller vers la meilleure vie de l'humanité avec toutes ces transformations qui nous arrivent. Et puis,
faisons en sorte que c'est quelque chose de positif. Bravo, on va rester sur ce mot de conclusion que nous partageons. Je vous propose de laisser le président seul sur scène pour sa conclusion solennelle tout de même. Merci à tous les trois. Merci beaucoup. On peut les applaudir. Merci beaucoup. Ça va être difficile de faire une conclusion derrière celle-ci, mais je vais quand même essayer. Bon, comme vous avez pu le comprendre et comme cette conclusion qui vient de nous être apportée prouve effectivement qu'on est à l'aube d'un rebond assez fantastique, et vous m'avez enlevé le mot que je voulais oser, c'est-à-dire le mot de glorieuse. Je pense qu'on a des années glorieuses devant nous, peut-être pas 30, il ne faut peut-être pas être aussi optimiste, mais on en a quelques-unes. C'est alors dans ce contexte toujours changeant que les commerçants et les entreprises vont avoir à élire leurs nouveaux élus de la Chambre de commerce. Du 27 octobre au 9 novembre prochain, les cadres dirigeants du commerce et de l'industrie et des services, 36 d'entre eux, bénévoles, et 18 membres associés. Alors ces élections consulaires, elles sont certainement moins médiatiques que certaines, mais elles sont sûrement très très importantes pour le territoire. Évidemment, à quoi ça sert une chambre de commerce? À quoi ça sert de voter? Quelques chiffres. Entre 2016 et 2020, la CCI Essonne, c'est 6 700 rendez-vous avec des chefs d'entreprise différents. C'est 22 000 porteurs de projets qui ont été informés, formés. Comme on l'a dit tout à l'heure, on les suit, on les aide. Je peux vous dire que le taux de réussite des porteurs de projets après être passés par la CCI, il est largement supérieur au taux qui est fait lorsqu'ils se débrouillent tout seuls. Il y a eu 1400 commerçants accompagnés et il y a eu 71 000 formalités au centre de formation des entreprises. Au cœur de la tempête, les CCI ont été plus que jamais mobilisés pour soutenir, informer, orienter les chefs d'entreprise en difficulté. Les CCI ont fait le job et ont prouvé leur efficacité et l'importance de proximité avec les entreprises. Là encore, c'est près de 3000 dirigeants qui ont été accompagnés par la cellule Urgente Entreprise en 2020. Une action de terrain essentielle qui a permis à bon nombre d'entre eux de maintenir le cap et de relancer leur activité. Je dois souligner ici le travail efficace et constructif que nous avons eu avec la préfecture et les services de l'État dans cette période compliquée, des réunions hebdomadaires, bi-hebdomadaires quelquefois, dans lesquelles nous faisions remonter les informations du terrain, auxquelles on nous redescendait avec difficulté les différences entre les effets d'annonce et puis les décrets qui descendaient derrière, de manière à informer au mieux tous nos compatriotes. Ce rôle essentiel et impactant est incarné par des élus qui transmettent le message, défendent les intérêts des entreprises, cherchent des solutions et répondent à leurs attentes. Voter aux élections dans la CCI, c'est voter pour les acteurs du développement économique. Plus votre mobilisation et votre participation sera forte, plus vous donnerez du poids à l'entreprise et aux entrepreneurs. Ce sont les entreprises qui créent de la richesse. Ce sont les entreprises qui créent de l'emploi. Alors, du 27 au 9 octobre, faites entendre votre voix et votez. Alors, même si ces derniers mois ont été particulièrement difficiles, j'ai été fier de piloter à côté de mes collègues élus cette belle maison. Je tiens à les remercier chaleureusement pour leur implication sans faille. Ils ont fait preuve pendant toutes ces années passées à mes côtés une implication extraordinaire auprès des entreprises. Un grand merci également à nos partenaires, aux élus locaux, à tous ceux qui ont fait œuvre en faveur du développement économique de notre territoire. J'ai bien sûr une pensée très forte pour les équipes de la CCI de l'Essonne qui œuvrent sur le terrain au service des entreprises et des entrepreneurs. Je tiens à les remercier pour leur dévouement. Je peux vous dire que dès le Covid arrivait, tout le monde était sur le pont avec son ordinateur pour répondre aux chefs d'entreprise et pour expliquer de ce qui se passait. Alors bien évidemment, un grand merci à Dominique Rosset pour sa parfaite animation des débats, Nicolas Bouzou pour son franc-parler, sa compétence et ses éléments d'optimisme qu'il nous a apportés. Je crois qu'on a beaucoup de belles choses à faire.
dommage, j'aimerais bien avoir quelques années de moins pour voir tout ce qui va se passer parce que ça va être fantastique. Il y a en Essonne une terre d'innovation, au pluriel, une énergie incroyable pour créer, pour innover, pour entreprendre. Et j'ai eu un vraiment grand plaisir à encourager, à stimuler et accompagner son développement. Alors bien sûr, je souhaite à toute l'équipe des nouveaux élus et de son nouveau président beaucoup de réussite au service des entreprises et des entrepreneurs essonniens. Je vous remercie pour les nombreuses personnes qui ont suivi et qui pourront également revoir cette manifestation en, je ne sais pas, c'est quoi, c'est les technologies nouvelles, j'ai du mal aussi. Donc, c'est... Hein? Voilà. Et merci également à toutes les personnes qui ont été présentes physiquement et qui ont répondu favorablement à notre invitation. Merci à tous et bien sûr, on va boire le pot de l'amitié